Olivier, bienvenue chez nous. Merci de venir dans cette deuxième série d'inspiration de carrière. Voilà, on est très intéressé à ce que les jeunes puissent découvrir qui sont les personnalités qui composent l'industrie des matières premières et puis finalement mieux te connaître également. Merci d'être là. On va commencer tout de suite directement en fait. Comment tu arrives dans le monde des matières premières? Merci Penda, d'abord merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Un petit peu par hasard. En fait, je finissais mon école de commerce, et je cherchais un stage de fin d'études. À l'époque, c'était, je dirais, la naissance et l'explosion de toutes ces sociétés dans les nouvelles technologies. C'était le début de Microsoft, Intel. Et je rêvais, comme tous les jeunes de cette époque-là, d'aller travailler dans cet univers-là, de partir aux États-Unis, d'aller faire ma vie là-bas. Et dans le cadre de ma recherche de stage, bon, j'ai pas trouvé chez Microsoft, mais j'ai trouvé chez Elf. Et donc, je suis rentré chez Elf au début, je dirais vraiment par hasard, et puis en pensant faire juste un stage, et puis ensuite aller vers ces nouveaux horizons. Puis finalement, j'y suis resté. Alors, tu as commencé ton stage sur la plateforme des négociants, dans la logistique. J'ai commencé dans les stations-service, en fait. C'était vraiment, fallait gérer des stations-service en France, donc c'était vraiment, je dirais, c'était mon stage de fin d'études. Mais en fait, ce qui m'a attiré, ou en tout cas ce qui m'a fait rester, c'est que j'ai grandi en Afrique. J'ai grandi à Kinshasa, donc Zaïre, ça s'appelait à l'époque. Maintenant, c'est la République démocratique du Congo. Et j'ai toujours eu cette passion pour l'Afrique et je rêvais de retourner vivre, habiter là-bas, travailler là-bas. Et donc en découvrant un petit peu, je dirais, l'univers pétrolier et l'univers Elf à l'époque, je me suis aperçu qu'il y avait une énorme activité pétrolière, je dirais, en Afrique notamment, et que donc c'était peut-être mon ticket d'entrée pour pouvoir repartir sur le continent. D'accord, donc changement d'orientation. Et donc j'ai abandonné les États-Unis et Microsoft et pour me consacrer au pétrole. Alors, raconte-nous un peu le chemin, parce que il y a eu les stations... Alors après, il y a eu la fusion entre Elf et Total. Absolument. Donc je me suis retrouvé dans le groupe Total, de fait, absorbé. J'avais à l'époque 23 ans, j'étais tout juste diplômé. Et je les ai tout de suite harcelés en disant je veux partir en Afrique, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'aime, c'est un continent qui me passionne. J'avais une idée d'un métier, d'un poste déjà là-bas? Non, tu voulais y aller? Je voulais y aller, je m'étais dit on verra bien, on va voir comment ça fonctionne. Et puis je trouverai ma voie, je trouverai mon chemin. Et puis, à force de les harceler, parce qu'au début, ils m'ont dit pas du tout, t'es beaucoup trop jeune, et il en est hors de question, on en reparlera dans 10 ans ou dans 15 ans, ce qui me semblait être une éternité à cette époque. Oui. Et à force de les harceler, à 25 ans, ils m'ont proposé un poste au Maroc. Ça a été le premier pas, le retour aux sources, je dirais. Je me suis retrouvé à nouveau sur le continent africain. Quel poste? Je m'occupais en fait toujours de stations-service à l'époque, mais je m'occupais de gérer tout un réseau de stations-service au Maroc, le réseau de stations-service Total. Combien de temps tu es resté là-bas? J'y suis resté 2 ans. Avec un mentor? Avec un mentor. Je rapportais au directeur commercial, je dirais, du pays, qui m'a vraiment, je dirais, appris un petit peu et qui m'a permis de faire mes premières armes. Et puis j'avais vraiment, je dirais, la niaque, et j'avais envie de montrer ce que j'étais capable de faire, surtout justement puisqu'il m'avait dit que j'étais allé très jeune, et donc je voulais montrer que quel que soit l'âge, on pouvait être performant et être dynamique. Et en effet, ça a fonctionné, puisque 2 ans après, ils m'ont proposé de prendre un poste de direction commerciale au Kenya. Donc je me suis retrouvé au Kenya. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné au Maroc pour faire cette passerelle, qu'on comprenne bien ce qui est possible de faire? Est-ce que c'est ta personnalité, ton attitude, le commercial qui t'a été... Je pense que, alors oui, il y a évidemment un côté dynamique, un côté hardworking, comme on dit. Donc, tu n'as rien lâché. Donc travailler vraiment beaucoup et vraiment s'impliquer énormément, ça c'est évident. D'accord. Mais je pense que vraiment la clé, notamment dans ce secteur d'activité et sur ce continent en particulier, c'est la relation avec les gens. Et j'y ai vraiment... c'était pas un effort particulier, c'était pas conscient, je veux dire, c'est fait un peu naturellement, mais j'ai passé beaucoup de temps avec les gens, que ce soit avec mes équipes ou que ce soit avec nos clients, avec nos partenaires, avec toutes les personnes, tous les stakeholders, on va dire, qui intervenaient dans cet univers. Et ça a vraiment, je pense, fait la différence, parce qu'après il y a un côté, je dirais, on n'est plus seul à essayer d'atteindre, je dirais, un objectif. On arrive à entraîner toute une équipe, tout un groupe de personnes. Et de fait, la performance et les résultats sont bien meilleurs. Et cette relation avec les gens, tu parlais d'avoir grandi à Kinshasa, donc en Afrique. Donc, tu es déjà sur une phase assez culturelle, diversifiée, interculturelle. Est-ce que tu penses que cette enfance-là t'a permis de mieux naviguer au Maroc, déjà?
Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est clairement, je pense, une des forces ou une des compétences que j'ai développées au fil de ces années, qui probablement remonte à cette enfance africaine. C'est voilà, cette capacité à interagir avec tout le monde, quelles que soient les cultures, les âges, les positions, et de pouvoir, je dirais, développer ce réseau en effet de personnes, de relations, et de pouvoir arriver à travailler ensemble et à atteindre des objectifs plus grands parce qu'on est plus fort ensemble, tout simplement. Donc après le Maroc, tu repars en Afrique. Oui, je continue sur le Kenya. Chez Total. Je suis toujours chez Total. Oui, au total, j'ai fait 17 ans chez Total. Donc et quasi sur les 15 ans en Afrique. Donc vraiment un long parcours africain et pétrolier. Donc ensuite, oui, directeur commercial au Kenya, où j'y passe presque 4 ans. Ça se passe très bien. L'Afrique de l'Est, un monde très très différent, Mais oui. avec une culture évidemment très forte, un niveau d'exigence au niveau des équipes que j'avais rarement vu ailleurs, et donc très 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 demanding, comme on dit en anglais. Des équipes africaines. 100% kenyanes. Donc tu étais le seul. Oui, en tout cas dans mon équipe, dans la direction commerciale, j'étais le seul. Après, il y avait d'autres expatriés, mais on était assez peu, on devait être 3 ou 4 expatriés sur un groupe qui devait faire 600 personnes. Comment tu fais pour te faire adopter? Moi, je suis très curieuse de ces mélanges. Moi-même, je suis mélangée Europe et Afrique. Mais je suis intéressée de savoir comment, quand on est européen, on s'intègre pendant tant d'années. C'est pas simple, surtout que c'était un pays anglophone. Bon, mon anglais était quand même très scolaire, donc il a fallu d'une part maîtriser la langue, maîtriser la culture, ou les cultures, je dirais, parce que le Kenya, il y a une 50aine de tribus différentes, donc chacun a ses spécificités, ses modes de fonctionnement, et tout ça rentre en ligne de compte. Et je pense que pour répondre à ta question, le point important, c'est justement de s'intéresser. S'intéresser, c'est de comprendre, c'est pas juste d'arriver en disant, OK, je vais faire 2, 3 ans, 4 ans, moi je travaille pour un groupe international, je vais faire juste mon temps, puis je vais repartir. C'est justement de pouvoir complètement s'imprégner, s'intégrer dans le pays, comprendre comment ça fonctionne, s'intéresser aux gens, s'intéresser aux cultures, et essayer de voir comment on peut s'imprégner, comment on peut s'intégrer et faire fonctionner tout ça ensemble. Et puis toujours avec cet esprit moi j'ai toujours été passionné par le fait de faire grandir les équipes que j'avais autour de moi, essayer de travailler tous ensemble et atteindre nos objectifs ensemble. Donc j'ai réappliqué la même méthode que j'avais appliquée avant. Encore une fois, un peu sans le faire vraiment exprès ou sans que ce soit complètement conscient. C'était plus une façon de fonctionner et ça a très bien fonctionné. Mais tu as dû te tromper avant de trouver le juste... Est-ce qu'il y a des anecdotes croustillantes en management dont tu pourrais nous parler peut-être au Kenya ou ailleurs d'ailleurs, parce que je crois que 17 ans, tu as fait d'autres pays. Le vrai challenge au début, ça a été la langue. Et ça a été... parce que justement, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir travailler, je dirais, dans un pays étranger, avec des équipes je dirais, d'une culture différente ou d'une nationalité différente ou d'une langue différente, il faut avoir cette capacité à intégrer et à bien parler pour pouvoir bien comprendre, en effet, les échanges, les relations et les subtilités. Et juste une petite anecdote, en fait, par la première semaine où je suis arrivé, évidemment, expatrié, t'arrives, t'as pas de maison, t'as pas de voiture, t'as rien, donc t'as pas de téléphone, donc tout. Et donc à chaque fois que je posais des questions, parce que je rencontrais tout le monde dans la société, à chaque fois on me disait, tu verras avec Richard, tu verras avec Richard. Et donc j'ai attendu toute la semaine de rencontrer ce fameux Richard. Et le dernier jour, évidemment, j'avais toujours pas rencontré ce fameux Richard, et donc j'ai posé la question, je dis mais il faut absolument que je rencontre Richard parce que c'est lui qui va vraiment me donner le téléphone, la voiture, la maison, etc. Il m'a dit c'est pas Richard, c'est HR, Human Resources. Voilà, pour te donner une petite idée de mon niveau d'anglais de l'époque. J'ai un petit peu amélioré depuis. Est-ce que tu as eu des doutes? Oui, j'ai eu des doutes. Alors j'ai eu des doutes, pas tellement tant que j'étais chez Total, parce que c'était tout un processus, et c'était très encadré, c'est ces grands groupes où en effet, on fait 2 ans dans tel pays, 3 ans, puis on gravit des échelons progressivement, donc on est complètement, je dirais embarqué et encore accompagné et embarqué dans ce parcours, et donc ce qui m'a permis de gravir les échelons progressivement, et c'était particulièrement intéressant et surtout sur ce continent. Là où j'ai eu un doute, c'est en effet, au bout d'un moment, forcément, au bout de tant d'années, tu finis par un petit peu te lasser, tu te demandes si c'est la seule voie à suivre, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire ailleurs? Et donc, au bout de 17 ans, j'allais avoir 40 ans, je me posais plein de questions. Je sais pas si c'était la middle age crisis, mais c'était qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que bien vu l'anglais d'ailleurs. Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans un autre secteur? Ouais. Et donc ça a été le moment où en effet, donc j'ai quitté le groupe Total, et là c'était tous les doutes. Donc j'ai eu
plusieurs opportunités pour changer complètement de secteur, changer complètement de région, de zone. Et c'est vrai que ça m'a particulièrement, je dirais, travaillé à ce moment-là, et j'ai beaucoup réfléchi. Il y avait différentes choses. Il y avait partir pour rester sur le continent africain, mais faire plutôt une espèce de politique ou de lobbying politico-économique. Il y avait partir en Asie pour aller travailler pour un autre grand groupe et changer complètement dans le monde de l'agroalimentaire. D'accord. Enfin, il y avait plein d'opportunités qui s'ouvraient à moi. Voilà, et donc c'était voilà, le moment des doutes. Quel a été ton métier pendant ces 17 ans finalement? Est-ce que c'était un métier de trader, de marketeur? Non, j'étais vraiment lobbyiste? les 17 premières années, ça a été vraiment dans le monde de la distribution, du downstream pétrolier. D'accord. Donc c'était vraiment ça, c'était je dirais tout ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on connaît un peu le commun des mortels, hein. Je veux dire, c'est les stations-service, je dirais c'est les clients B2B, c'est la livraison à des centrales électriques de fuel, de lubrifiants, de gaz, aux différents secteurs de l'industrie. C'est vraiment voilà la distribution, je dirais, de produits énergétiques au secteur public et au secteur privé. Et qu'est-ce qui t'a plu? Après, on va passer sur ta carrière actuelle, mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier pendant ces 17 années? Qu'est-ce qui t'a tenu en haleine et qui t'a passionné? Deux choses. La première, l'Afrique, parce que ça, c'était vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement important, de pouvoir évoluer dans tous ces pays. Au total, ça fait 6 pays. Après Kenya, tu as fait? Après Kenya, j'ai fait le Bénin. Ensuite, je suis parti au Libéria. Ensuite, le Burkina Faso. Et ensuite, je suis rentré à Paris, en France. Est-ce que tous ces pays se ressemblent? Parce qu'on parle souvent d'Afrique comme si c'était une unité et que tout le monde fonctionnait Absolument pareil. pas, absolument. Déjà, au sein de chaque pays, comme je disais tout à l'heure, il y a les aspects de tribus, il y a les aspects de cultures différentes, il y a évidemment l'histoire qui joue beaucoup, il y a les influences coloniales qui ont énormément joué et qui forcément ont façonné un petit peu ces pays, et donc on ressent les effets d'un côté ou de l'autre, qui sont évidemment pas du tout les mêmes, parfois négatifs, parfois positifs. Donc en effet, chaque pays est très différent, chaque pays est passionnant. Même certains qui, de prime abord, peuvent paraître un peu effrayants. Le Libéria, typiquement, quand j'y suis allé, j'étais en famille, j'avais des jeunes enfants. C'est pas forcément la destination privilégiée, on va dire. Et c'est un pays que j'ai adoré. J'y ai passé 3 ans. C'était un pays extrêmement passionnant. Il se reconstruisait. Il sortait tout juste de la guerre civile. C'était un pays magique. Et très très beau, avec des gens d'une résilience extraordinaire, et vraiment j'y ai pris beaucoup de plaisir. Ça n'a pas été toujours simple, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir à y travailler. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est d'une part le métier de l'énergie. C'est quand même, on sent qu'on a un impact surtout sur ce continent. On voit les effets de ce qu'on fait, on voit les effets sur les populations, sur l'économie de manière générale. Tu peux en parler un peu plus des effets justement? La première des choses, c'est dans le monde de la distribution, contrairement un peu au monde du trading pétrolier, c'est extrêmement, je dirais, gourmand en ressources humaines. Il faut énormément de personnel, surtout que les stations-service en Afrique sont encore opérées avec des pompistes, etc. Donc sur chaque station, tu vas avoir 30, 40, 50 personnes qui y travaillent en permanence. D'accord. Donc ce qui fait que tu te retrouves rapidement, sur mes derniers postes, je me suis retrouvé à gérer un staff d'à peu près 3000 personnes. Donc il y a 3000 personnes qui dépendent de toi, qui travaillent pour ta société, et puis quand on prend les familles que ça fait vivre, etc., tu as un vrai impact sur l'emploi, sur les gens, et tout le monde compte sur toi, enfin sur ta société, mais toi en tant que CEO de cette entité, on compte sur toi pour driver ça, pour faire que ce soit successful, que ça continue. Pour approvisionner et que ça se développe, ouais. Parce que ça dépend de l'approvisionnement, donc où on va avec ça? Si demain il devait y avoir un manquement dans ce que... C'est toute la chaîne, voilà. C'est du supply, justement, donc l'approvisionnement des produits, alors auprès de traders, justement. Voilà. La logistique avec les camions, la distribution, je dirais, dans les différentes stations-service chez les clients professionnels, et puis c'est toute cette équipe ensuite au niveau de ton siège qui justement administre, je dirais, toute cette activité-là. Et c'est un job qui est essentiel pour ces pays-là. L'énergie, c'est toujours essentiel pour la plupart des pays, et ça a un vrai impact sur l'économie également, parce que on sait très bien, typiquement, des pays comme le Burkina Faso où j'étais, qui dépendait énormément du secteur, qui est en train d'exploser grâce au secteur minier et notamment aurifère, avec toutes ces mines d'or, ne pouvaient fonctionner. Les mines étaient très reculées dans le désert, etc. S'il n'y avait pas ce flux permanent, je dirais, d'approvisionnement en carburant, la mine s'arrêtait. Et donc, c'était des milliers de personnes qui se retrouvaient au chomage. C'était des ressources considérables pour le pays qui s'arrêtaient. Donc, c'était assez passionnant de voir que, quelque part, à mon niveau, avec mes équipes, on pouvait avoir un impact sur des populations, sur un pays, sur une économie. Un de tes plus gros stress pendant cette période? Pendant cette période,
Probablement le coup d'État qu'il y a eu au Burkina Faso, qu'on n'avait pas vu venir, qui est arrivé très rapidement avec des manifestations très violentes. Et donc forcément, tu étais sur place, tu as énormément de gens dont tu es responsable. J'avais aussi ma famille qui vivait avec moi sur place. Tu as des jeunes enfants. Tu te retrouves avec un pays qui est complètement... qui d'un coup, ça devient le chaos. Toutes les frontières sont fermées, tu peux plus évacuer. Il y a plus d'avions, il y a plus de voitures, il y a plus rien. Là, pendant une semaine, il y a pas mal de stress. Et avec... encore une fois, avec une responsabilité qui est importante, tu peux pas te concentrer que sur ta propre famille. J'étais responsable de ces 3000 personnes et il fallait faire en sorte que tout le monde soit safe à la fin et qu'on puisse tous traverser cette crise et puis surtout reprendre parce qu'évidemment, au bout d'une semaine, le président avait été donc chassé. Il y avait une transition militaire qui était en place et la première chose qu'a fait le président par intérim, ce colonel de l'époque, c'est il nous a tous convoqués, les patrons des grandes entreprises, en disant la première chose à faire, c'est pour remettre le pays en marche. Donc on a recommencé le lundi d'après à travailler. Et t'as pas voulu abandonner ou partir dès que possible à ce moment-là? C'était pas... On m'a proposé, le groupe Total m'a proposé à l'époque en disant on peut vous rapatrier, etc. C'était assez intensif comme événement. J'ai refusé, non, parce qu'il n'était pas question. C'était mes gens, c'était mon équipe, c'était ma famille. Bien. Aujourd'hui, quel est ton rôle, ton métier? Que fais-tu aujourd'hui? Tu es sorti du groupe Total. Exactement. Après cette période de doute et de réflexion. Tout à fait. Alors, j'ai quand même, après toutes ces possibilités, etc., j'ai quand même été happé à nouveau dans le monde de l'énergie, le monde du pétrole et africain. Et c'était lié à une rencontre. La société que j'ai intégrée, donc il y a plus de 7 ans maintenant, c'est le groupe Moco. Et donc, j'ai rencontré le président et le fondateur de ce groupe, Michael Hacking. Et au moment où justement j'avais toutes ces autres opportunités, celle-ci en a fait partie et j'ai rencontré Michael et on a eu cet échange et puis on avait la même passion pour l'Afrique, la même passion pour l'énergie en Afrique et ça a été un espèce de coup de foudre entre tous les deux et oui et puis ça a été assez rapide. Il n'a pas eu besoin de beaucoup me convaincre. J'ai rejoint son équipe. À l'époque, le groupe était tout petit. On était une petite société. C'était vraiment un niche trader très, très, très spécialisé. On faisait essentiellement le Nigeria. On faisait essentiellement de l'essence, un peu de brut, mais c'était vraiment ça. Et puis voilà. Et puis même si je restais dans le monde de l'énergie, c'était quand même pour moi un changement. Donc ça répondait un peu à mes doutes de dire j'avais envie de faire un peu autre chose. C'était intégrer le monde du trading, qui était évidemment lié, mais pas tout à fait ce que j'avais fait pendant toutes ces années. Et je pense que ni lui ni moi ne sachions exactement ce que j'allais faire. Mais on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et il m'a dit, OK, viens, tu vas faire du business développement avec moi. Et parce que tu connais l'Afrique, tu connais cet univers-là. Et puis tu as un grand réseau en Afrique. Et puis on va faire quelque chose ensemble. Donc je l'ai rejoint comme patron du business développement chez Moco à l'époque. Bon, alors j'étais patron de moi-même, parce qu'on était tout petit, on était 10 à l'époque. Oui. On a vraiment démarré et ensemble, démarré. Ça faisait déjà 18 ans que le groupe existait, mais voilà, qui était très spécialisé, comme je le disais, très très anglophone à la base. Et puis progressivement, en fait, on a commencé à construire même chose. On a réappliqué les mêmes méthodes. C'était construire une équipe, c'était commencer à développer nos affaires et commencer à se développer dans le pays d'à côté, puis dans l'autre, et puis on est passé des pays anglophones aux pays francophones. Et puis au fur et à mesure, on a développé tout ça pour aujourd'hui avoir un groupe on est devenu un middle-size trader. On a multiplié la taille du groupe par 10. On est aujourd'hui présent dans une quinzaine de pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Et vous faites travailler de nombreux Africains, je veux dire, absolument, vous êtes avec les locaux. Tout à fait. On a aussi acheté, je dirais, un réseau de stations-service, justement. On est revenu quand même à les premières amours. Donc, on a acheté un réseau de stations-service, Engen, au Ghana. Donc, on a gardé ça un petit peu dans l'activité du groupe. On s'est diversifié dans plein d'autres activités. Les huiles de base, les biocarburants, les fertilisants, etc. Donc maintenant on est multi-commodity et on est, comme je disais, middle size. Et donc voilà. Et donc maintenant aujourd'hui je suis le deputy CEO du groupe Moco. Bravo, félicitations au bout de 7 ans quand même. Sympa. Mais alors toute l'Afrique cette fois, mais fait depuis Genève. C'est-à-dire que tu voyages beaucoup cette fois, mais tu t'installes plus dans les pays. Exactement. Donc là maintenant je suis basé ici à Genève au siège. Par contre oui, une semaine sur deux, je suis toujours en
Afrique. Et ça faisait partie de l'équation. Si je fais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui me manquerait. Comment vous parlez chez Moco de transition énergétique? Alors, c'est vraiment un sujet qui nous habite depuis évidemment un certain temps, hein, je veux dire comme le reste du monde. Hein. Sauf qu'évidemment, on est obligé de le faire par rapport au continent sur lequel on opère. Oui. Et en effet, c'est pas nécessairement, je dirais, les mêmes problématiques et la même vitesse et les mêmes, et les mêmes objectifs que par exemple ce qu'on peut voir en Europe. Il y a la première des choses, et je le vois beaucoup en discutant avec des dirigeants africains, c'est la première des choses, c'est la sécurité énergétique. C'est d'avoir accès à des produits énergétiques. Et ça, et à un prix très compétitif. Et c'est leur première priorité avant de dire il faut que ce soit vert, il faut que ce soit plus vert ou plus acceptable. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il faut intégrer cette dimension-là. Il y a évidemment une problématique et un intérêt, mais en disant ça doit venir compléter, ça ne peut pas se substituer. Donc c'est pour ça que je dirais les produits, je dirais hydrocarbures restent encore, je dirais l'immense majorité des produits pétroliers qu'on voit sur le continent africain. En revanche, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place et on en fait partie. Hein. C'est typiquement, on s'est lancé dans les biofuels et notamment à partir de deuxième génération, c'est-à-dire à partir de déchets, notamment de déchets agricoles. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on collecte des déchets, typiquement les écorces de noix de cajou, qu'on va presser. On en extrait une huile en fait et qui est un biocomposant et qu'on peut mélanger avec le gasoil que tu mets dans ta voiture et ça te fait un biogasoil. Et l'avantage c'est qu'évidemment il y a une demande très forte en Europe, donc la tentation c'est de processer ces noix de cajou, enfin ces écorces de noix de cajou et puis les envoyer en Europe. Mais en fait nous notre démarche c'est plutôt de voir comment on peut faire l'utiliser localement pour pouvoir justement créer des biocarburants africains pour les marchés africains et d'avoir en effet un circuit plus court et plus vertueux et tout en permettant de réduire un petit peu les coûts de l'énergie sur ce continent. Donc, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on voit une évolution parce qu'il y a de plus en plus d'attrait et de plus en plus d'intérêt, que ce soit des autorités de ces pays-là, des acteurs, que ce soit les acteurs dans la distribution, que ce soit les traders, que ce soit les différentes parties prenantes. Il y a une vraie, en tout cas, la machine est en marche. Après, elle n'a pas nécessairement la même vitesse et le même trajet. Mais il y a une volonté et il y a un début, il y a des petits pas. Tout à fait. On parle aussi de durabilité un peu chez vous ou pas? Oui. Parce que je sais que j'ai croisé lors d'un dernier cocktail quelqu'un qui s'occupe de ça chez vous avec beaucoup de talent et des petits pas aussi. Non, absolument. Je pense que c'est extrêmement important. C'est vrai que le monde du trading est souvent associé à un monde très très court terme. On fait des affaires, on fait une affaire puis on s'en va, on fait de l'argent puis on s'en va. Oui. C'est pas du tout notre approche. Nous, le groupe maintenant, ça fait 25 ans qu'on est présent sur le continent et on veut y rester. Et on veut montrer qu'on est présent et qu'on care, comme on dit en anglais, c'est important pour nous l'environnement dans lequel on intervient et les personnes avec lesquelles on intervient. Bon, ça c'est très. Et donc on sent bien chez on a Michael encore une fois a créé une fondation, la fondation MC2H, qui a pour but de lutter contre l'analphabétisme en Afrique. D'accord. Et donc c'est une grosse part aujourd'hui de l'activité du groupe, c'est d'avoir un impact et pas uniquement dans le monde énergétique, mais aussi là dans le monde de l'éducation, dans le monde social. Et donc là, c'est plus de 12 millions de dollars en fait qu'on est en train de financer au travers de la fondation. Et ça, c'est uniquement sur les fonds du groupe pour pouvoir, aider à développer l'éducation. Donc c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais je pense que c'est une goutte d'eau intéressante et importante et essentielle. Si tout le monde pouvait le faire, ça deviendrait encore plus intéressant. Quelles sont les qualités utiles pour exercer ton métier? C'est l'ouverture d'esprit. Comme on le disait, hein, c'est pas une Afrique, c'est plein d'Afrique, c'est plein de pays différents, plein de cultures. Donc il faut avoir une vraie ouverture d'esprit, une capacité à s'adapter et pas arriver avec des idées reçues ou des stéréotypes. Il faut vraiment avoir cette capacité à prendre tout ce qu'il y a et puis arriver à en faire quelque chose qui est utile. Il faut évidemment pas mal de dynamisme et pas mal de résilience, hein, parce que c'est des environnements qui sont en perpétuel changement, avec beaucoup de parfois prévus, parfois moins prévus. Donc il faut avoir cette capacité, je dirais, à toujours se réinventer. Et puis avoir une bonne résistance au stress. Hein. Ça, c'est quand même extrêmement important. Dans le métier du trading et en Afrique de manière générale, il faut avoir une capacité à gérer le stress sans perdre ses moyens. Est-ce que tu recrutes de jeunes profils chez Moco?
Oui, alors on recrute énormément, hein, parce qu'évidemment, on est passé de 10 personnes, je disais, il y a 7 ans. Maintenant, on est une centaine dans le Ah groupe oui. actuellement dans le monde. Une énorme partie, donc près de 70% en Afrique. Donc oui, on recrute énormément. On recrute maintenant beaucoup de jeunes qui sortent d'universités, d'écoles de commerce, et qu'on prend souvent en alternance pendant leur master, ce qui permet justement d'allier la partie théorique avec la partie pratique. Et ça leur permet de voir un petit peu quel est exactement le monde des matières premières, comment ça fonctionne, d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique. Et puis nous, ça nous permet aussi de les accompagner, de voir et puis de garder les meilleurs d'entre eux. Ouais. Sur quels critères tu leur dis de rejoindre Moko? C'est vraiment, c'est du feeling exactement. On fonctionne beaucoup comme ça, surtout sur ce genre de profil, oui. parce que autant sur des profils qui sont plus expérimentés, bon, on peut avoir en effet une analyse un petit peu plus poussée, je dirais, de leur parcours. Oui, de bien leur... sûr. Mais là, c'est une rencontre, en vrai. Mais là, ils sont très très jeunes. Typiquement, il y en a un, et on est très content de l'avoir recruté. Il m'a juste envoyé un message sur LinkedIn alors je reçois énormément de messages sur LinkedIn, donc je les ouvre pas toujours tous. Mais là, il a réussi à attirer mon attention. Son titre, c'était "J'ai besoin d'1 minute de votre temps". Donc j'ai trouvé. Alors, tu vas recevoir beaucoup de messages. Avec ça maintenant. Mais ça, on peut le dire aux autres. Hein. Maintenant, ça va plus marcher. Mais j'avais trouvé ça exceptionnel assez intriguant. Mm-hmm. Et donc je l'ai appelé. J'ai dit OK, t'as 1 minute, vas-y, dis-moi. Et alors? Et en 1 minute, il a réussi à me convaincre, en tout cas, de le faire venir pour un entretien. Et ensuite, il a fait son master. Donc il était en alternance. Il cherchait une alternance. Et il a fait son alternance. Donc il travaille du lundi au jeudi avec nous pour le groupe. Le vendredi, samedi, il faisait son master ici à Genève. Et finalement, on l'a trouvé tellement bien que tout de suite, on l'a pris. Et donc aujourd'hui, c'est un junior opérateur et on est très très content. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il est avec nous et ça fait partie des jeunes talentueux chez Moko. Et dans 5 ans, Moko, quelle est la vision? Un acteur majeur africain, panafricain. On veut être présent à peu près sur toutes les parties du continent, être un des leaders et surtout, on va dire, le trader préféré, je dirais, de nos contreparties africaines et multi-commodity. Ça veut dire combien de personnes de plus chez Moko prochainement? Ou alors tu vas faire grandir les jeunes pousses? Oui, alors non, mais on va faire grandir en Afrique, on va faire grandir ici à Genève, puis dans les autres bureaux qu'on a à travers le monde. Mais oui, si on va atteindre cet objectif, on ne sera pas 500, 1000, il n'y a pas de limite. Et vous allez travailler avec Ampersand? Absolument. Dis-moi, où vous en êtes au niveau technologie? Il y a plusieurs aspects. Il y a la partie technologie dont je parlais, hein, donc vraiment la partie innovation, on va dire plus sur le type de produit. Là, justement, on a investi dans ces machines, typiquement, comme je le disais tout à l'heure, là, pour les noix de cajou, enfin les écorces de noix de cajou, pour pouvoir les concasser et en faire cette huile. Donc ça, il y a une partie innovation technologique. Ouais. On a aussi développé des techniques sur les effluents d'huile de palme, qui sont aussi un déchet et qu'on peut collecter, qui se retrouvent au-dessus des réservoirs d'eau qui sont utilisés pour la production d'huile de palme. Et donc on collecte ça, et ça c'est la même chose, c'est un déchet qu'on peut ensuite retraiter, ça devient un biocomposant qu'on peut utiliser pour les biocarburants. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait. Mais après évidemment aujourd'hui on peut pas échapper à l'intelligence artificielle. Et donc ça c'est vraiment aussi un des éléments sur lesquels on travaille actuellement. La même chose, alors plutôt avec des jeunes, hein, parce que il nous faut des esprits brillants et jeunes et qui soient alertes sur ces sujets-là. Et donc on est en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos modes de fonctionnement, d'une part pour assister, je dirais, nos traders sur tout ce qui est analyse de marché, et de l'autre côté sur l'analyse des risques, avoir un système, en effet, l'intelligence artificielle fonctionne plus vite que l'intelligence humaine, en tout cas dans certains domaines, et donc ça nous permet de démultiplier. Donc on est vraiment encore une fois, on est au début de l'histoire, mais on est en train d'intégrer ça dans nos modes de fonctionnement. Si tu avais dû exercer une autre carrière, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Dans quoi tu aurais été je pense que justement pour allier toujours ce que j'aime, c'est-à-dire la partie africaine, mais aussi toutes ces relations et toute la partie, je dirais, politique, économique. Ouais, j'aurais peut-être fait carrière dans la diplomatie africaine. Je me serais bien vu, tu vois, je sais pas, ambassadeur dans un pays, essayer d'avoir une influence sur le fonctionnement d'un pays, en tout cas la relation entre deux pays. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait amusé, ouais. Ça, c'est intéressant. Tu regrettes? Non. Non. Parce que finalement, tu peux l'avoir un peu.
au travers de tes actions. Oui, non, bah évidemment, le monde de l'énergie est hautement politique en Afrique Oui. et extrêmement important. Donc évidemment, on voit l'impact qu'on a et donc je suis amené à rencontrer régulièrement des dirigeants africains et c'est intéressant, bah, d'une part d'avoir leur vision et d'avoir leurs problématiques et de voir quel rôle à jouer, même si Moko est absolument pas politique et c'est pas du tout Oui, bien sûr. notre ambition, mais mais de voir un petit peu quel rôle on peut jouer dans une économie, dans ces pays-là, c'est assez passionnant, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait accepter l'entretien qu'on a ensemble aujourd'hui? Toi, évidemment, je peux rien te refuser. Dis-moi, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour qu'on connaisse mieux ou ton métier, ou Moko, ou quelque chose qui soit important pour les jeunes qui nous écoutent? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Qu'il faut rejoindre Moko parce que c'est le groupe d'avenir. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. Ton histoire est passionnante. Je suis sûre qu'on aurait pu passer beaucoup plus de temps à développer l'Afrique. Je suis sûre que tu as plein d'autres histoires à nous raconter. Je propose qu'on fasse un prochain café une autre fois. Mais merci à toi et merci à Moko d'avoir permis ça. Merci Penda, merci, c'était un plaisir d'être là avec toi. Avec plaisir. À bientôt.